Bonjour et merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos messages de soutien, vos suggestions par mail, par Wix sur la plateforme de Vinyasa Yoga Just in Time, également sur le nouvel Instagram du podcast Just in Time sur lequel vous me contactez. Ça fait chaud au cœur de sentir votre présence. Alors aujourd'hui, nous allons parler des choses qu'on a vraiment du mal à digérer. Dernièrement, de nombreux sujets concernant la marche des femmes et la situation de violence vis-à-vis des femmes au Mexique, et pas seulement dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Notre quotidien est ponctué par des événements que nous avons du mal à digérer. Donc nous allons parler digestion. Digestion, intestin, bactéries, microbiote, macrobiote, avec une invitée spéciale. El podcast Just in Time porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión. Caminar, observar, reflexionar para empezar algo nuevo. Voilà, aujourd'hui le passage de l'enfer urbain est derrière moi. Et c'est après une journée très particulière qui était la journée du 9M ici au Mexique. Comme je l'ai expliqué, la journée du 9M s'organise pour la deuxième fois consécutive. En 2020, elle a eu lieu pour la première fois. Et il s'agissait donc hier de rester chez soi en tant que femme, de décider de rester chez soi. C'est un jour sans nous, un día sin nosotras. Donc se priver de la vie publique, s'effacer complètement de la vie publique pour adopter les mêmes stratégies que ce pouvoir qui oppresse les femmes utilise, qui donc les rend invisibles, les oppresse, les agresse, les tue au Mexique tous les jours. Et donc des moments que nous avons partagés ensemble dans une table ronde hier qui montrent que les femmes ont plus de difficultés que les hommes à digérer certains faits de la réalité qui est indéniable, qu'on ne peut pas ne pas voir. Digérer la réalité n'est pas chose facile. Et il s'agit de mettre en œuvre tout un travail de conscience, de présence par rapport aux événements qui surgissent. Et ceci nous amène aujourd'hui à réfléchir à la digestion, puisque effectivement on a découvert depuis quelques années que ce qui se passe au niveau de l'intestin a des liens directs avec ce qui se passe au niveau du système nerveux. Il y a certaines études qui démontrent le rapport direct entre des problèmes intestinaux et la bipolarité par exemple, et la dépression également. Il y a quelques années, en 2014, une jeune étudiante allemande a publié un livre qui est paru, il me semble, en France en 2015, chez Actes Sud. Cette chercheuse a montré, dans son livre Le charme discret de l'intestin, combien il était important de prêter de l'attention à la microbiote. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'inviter Juliane Molin, qui est une ingénieure agronome qui s'intéresse depuis plusieurs années à ces sujets-là. Et en plus, elle a vécu au Mexique, où je l'ai rencontrée. Elle est rentrée récemment en Europe, elle continue de s'intéresser. Elle insiste pour dire qu'elle n'est pas une experte. Or, nous ne croyons pas dans cet espace aux experts.
c'est un espace qui montre que les experts n'existent pas et qu'au contraire, ce qui compte, c'est l'engagement de soi et non pas une expertise derrière laquelle on peut se cacher. Donc, Juliane, bonjour, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Bonjour. Est-ce que tu m'entends ? Très bien, merci. Alors, on commence par le petit jeu habituel. Je suis en train de décrire ce que je vois. Je suis en train de marcher, comme le podcast et son format l'implique. Aujourd'hui, il y a un grand soleil et il fait très chaud. Le bois est magnifique et pratiquement vide. L'herbe au pied est assez sèche et autour de moi, personne. Qu'est-ce que tu vois autour de toi, Juliane ? Est-ce que tu marches ? Alors oui, je marche dans la rue. Donc là, la nuit est tombée il y a pas très longtemps, mais là il fait quand même déjà nuit noire. C'était une belle journée aujourd'hui. Et par contre, il fait assez doux. On sent vraiment que le printemps ne va pas tarder à arriver. Et puis c'est agréable de voir la végétation, tous les bourgeons sur les arbres. On sent vraiment que là, la nature est prête à éclore. Merveilleux. Voilà. Est-ce qu'on porte le masque où tu te trouves dans la rue ? Non, en fait, il y a des zones dans lesquelles, oui, il faut porter le masque. Dans le centre-ville, c'est délimité. On passe une certaine zone et après ces zones-là, il faut porter le masque. En fait, c'est surtout les jours de marché. Les jours où il y a le marché, donc il y a beaucoup plus de densité, donc là, on doit mettre le masque. Mais D'accord. sinon, non. Sinon, on n'a pas besoin de mettre le masque. Très bien. Alors ici à Mexico, normalement, pratiquement tout le monde porte le masque dans la rue, sauf que là au parc, dans les grands espaces, on se l'enlève et puis il n'y a pas, comme tu le sais, de réglementation obligatoire. Ce sont plutôt des pratiques personnelles. Est-ce que tu m'entends, Juliane ? Moi, je ne t'entends plus. Alors. Ah, ça y est, oui tu m'entends. Okay. Ça a coupé un petit peu. Donc, je parlais dans l'introduction du lien entre le cerveau et l'intestin. L'intestin constitue 2/3 de notre système immunitaire, ce qui est incroyable. Et puis, j'ai appris aussi qu'il produit plus de 20 hormones qui lui sont propres. Et donc, comme j'ai parlé aussi du lien entre la santé mentale et la digestion. Alors, en tant que personne qui s'intéresse de près à ces processus, en tant qu'ingénieur agronome et en tant que tout le reste, qu'est-ce que tu peux nous dire vis-à-vis de la différence entre prébiotiques et probiotiques ? Également, comment faire pour transformer son alimentation avec des gestes simples, avec des préparations quotidiennes, des préparations à la maison ? Oui, alors avant de parler de prébiotiques et de probiotiques, j'aimerais peut-être parler du microbiote, puisque c'est quand même un sujet qui est, comme tu le disais, de plus en plus, qui attire de plus en plus l'attention. Suite au livre qui a été publié il y a quelques années, et ça a été un gros buzz donc, mais on ne sait pas forcément, c'est pas forcément très connu exactement de quoi il s'agit. C'est dans ce microbiote. Donc le microbiote, en fait, il se trouve dans l'intestin et c'est simplement en fait un groupement de micro-organismes. Donc ces micro-organismes, c'est des bactéries, des champignons comme les levures ou même des virus. Et c'est tout un petit écosystème qui se trouve dans l'intestin et qui se trouve accroché à la paroi de l'intestin et qui rentre un petit peu dans toutes les fonctions que tu commentais précédemment. Ce sont ces centaines de millions de cellules. Il y a combien de cellules ? Exactement, ça se compte en milliards. Quoi. Il y a plusieurs suivants que l'on lit. Il y a plusieurs chiffres, mais ça se compte en milliards. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un plus grand nombre de cellules dans ce microbiote que de cellules qui constituent notre corps. Extraordinaire. Et également plus de matériel génétique. Donc c'est assez incroyable d'imaginer ça. Oui. Et puis en fait on parle de ce microbiote. Là aujourd'hui on parle du microbiote intestinal, mais on peut aussi signaler qu'il y a d'autres microbiotes. En fait il y a le microbiote vaginal, le microbiote sur la peau, et j'ai même lu qu'il y avait un microbiote à l'intérieur des poumons, sur l'épithélium à l'intérieur des poumons. Mm-hmm. Donc tout un système, microsystème.
exactement. Et juste pour encore décrire le microbiote, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il y a en tout, ça boîte des micro-organismes. Si on les rassemble, on peut en avoir jusqu'à 2 kilos. Donc 2 kilos. Donc voilà, c'est un petit peu pour décrire à quoi ressemble ce microbiote. Et puis, comme tu le disais, il rentre, il a plusieurs fonctions. Et évidemment, il nous aide pour la digestion parce que grâce à ces bactéries, on va pouvoir dégrader encore plus nos aliments pour pouvoir extraire le maximum de nutriments. Donc ça va nous permettre d'améliorer notre digestion. Mais aussi, puisqu'il s'agit de micro-organismes non pathogènes, ils vont représenter une barrière à l'entrée de micro-organismes pathogènes, justement. Donc ça va être une protection dans ce sens-là. Et puis effectivement, ils jouent un rôle dans l'immunité, comme tu le soulignais. Alors justement, on ne naît pas tous avec la même microbiote, n'est-ce pas, Juliane? C'est en fonction de la naissance par voie naturelle ou pas? Exact. En fonction de la lactation? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, l'intestin du bébé serait colonisé lors de son passage dans les voies naturelles, justement en contact avec le vagin de la mère. Et du coup, les bactéries rentreraient dans son tube digestif. Et il met deux ans à se former. C'est-à-dire que les 2 premières années, il est encore en train d'évoluer. Et puis, en fait, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'en fait, c'est vraiment une signature, ce microbiote. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de bactéries qui est propre à chacun. Parce que, bien entendu, il y a toute une multitude de micro-organismes, de types de micro-organismes différents. Et ce mix, c'est un peu la signature de chacun. Donc on n'est pas tous égaux au niveau de la microbiote. Exactement. Et j'avais entendu une fois que justement que certaines sages-femmes, pour les bébés qui sortaient par césarienne, elles avaient le geste de prendre, de passer un chiffon entre les jambes de la maman et lui barbouiller le visage pour l'inoculer de cette manière-là, puisqu'il n'a pas la chance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça coupe, ça vient de couper. Je ne sais pas si tu m'entends, Juliane. Oui, Retour. Tu m'entends. Oui, j'avais entendu effectivement que ce geste se fait, et également aussi ça peut nous faire réfléchir à cette ambiance aseptisée dans laquelle les enfants grandissent aujourd'hui, alors qu'avant les enfants avaient la main dans la terre, les enfants avaient les mains sales. C'est même positif, donc. Exactement. Non, tout à fait. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc le but, c'est d'avoir en fait, disons que plus on a une grande variété de micro-organismes, mieux on va être outillé. C'est un peu une boîte à outils qui va pouvoir nous donner plus d'options pour lutter contre les bactéries pathogènes, par exemple. Donc, et s'il y a un déséquilibre qui se fait pour une raison ou une autre, c'est ce qu'on appelle une dysbiose. La dysbiose, c'est quand il y a ce bel écosystème, cette belle harmonie qui règne dans notre intestin est dérangée et commence est altérée. Et du coup, ça peut entraîner certaines maladies et peut être comme ce que tu disais, la dépression, les maladies auto-immunes, l'obésité, ça pourrait même rentrer dans le diabète. Oui, apparemment, la recherche actuelle met au même niveau cette recherche sur alors le ou la microbiote. On dit le ou la microbiote sur le microbiote que la recherche sur les cellules mères. Et par rapport à ce que tu dis, je voudrais rajouter que dans l'introduction du livre, Julia Anders raconte comment, quand elle avait eu des problèmes de peau très 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 embêtants, vraiment un vrai handicap, et elle s'est penchée vers cette recherche parce qu'elle avait des problèmes de peau. Et elle raconte dans l'introduction également que lors d'une soirée, elle est assise à côté d'un garçon qui a une très mauvaise haleine, et qu'elle a appris le lendemain que ce garçon s'était suicidé. Voilà comment elle commence. Alors, je te laisse la parole pour la suite. Oui, alors, du coup, voilà. Donc ça, c'est notre microbiote. C'est
C'est très précieux, ça nous aide pour plein de choses, hein. Ça fait fonctionner tout notre corps, donc voilà, moi je suis très inquiète de le chouchouter et qu'il soit heureux et qu'il se développe, quoi. Donc pour ça, en gros, c'est un peu là, du coup, on en vient aux prébiotiques et aux probiotiques. En fait, en gros, c'est assez facile, quoi. Les prébiotiques, alors, ça coupe encore bizarrement. Oui. Allô? Ouais. Là, c'est bon? Ça y est, on t'entend. Oui. Donc les prébiotiques, c'est simplement la nourriture. La nourriture qu'on donne, c'est les aliments que tous ces micro-organismes aiment bien et qui vont les mettre dans des conditions où elles vont pouvoir se multiplier. Alors que les probiotiques, ce sont de nouveaux micro-organismes qui viendraient de l'alimentation. Donc en gros, les prébiotiques, c'est des aliments organiques, alors que les probiotiques, là, c'est vraiment des bactéries et des micro-organismes. Donc, comment on les obtient? Enfin, comment on peut faire pour avoir des prébiotiques? Les prébiotiques, c'est simplement, bien sûr, dans l'alimentation, et c'est principalement des fibres, ce qu'on appelle les fibres. Donc, il y a deux grands types de fibres. Il y a les fibres insolubles et les fibres solubles. Et là, dans ce cas-là, c'est les fibres solubles, c'est-à-dire celles qui vont former une sorte de gel et qui vont donner un environnement, donner des éléments que les bactéries vont pouvoir ensuite transformer. Donc ça, on les trouve dans tout ce qui est légumineuse, dans l'avoine par exemple, dans les carottes, dans les pommes, dans l'artichaut. Tout ça, c'est des aliments, des végétaux qui vont donner, qui vont permettre à notre micro-organisme de se développer plus encore. Donc tu as dit artichaut, carottes, avoine. Toutes les légumineuses. Donc toutes les légumineuses, là, il y a les haricots, les lentilles, les fèves, les pois cassés, exactement. Il y a les pois cassés. Il y a toutes, et ça, c'est aussi des aliments qu'on mange. En tout cas, je pense que beaucoup d'entre nous font en ce moment, depuis les dernières années, une migration à un régime de plus en plus végétal. Enfin, on est de plus en plus conscient que, alors pour différentes raisons, que ce soit respect animal ou éthique, ou que ce soit changement climatique, on mange plus ou pas de viande, mais et du coup, on sait que les légumineuses, c'est aussi une source de protéines associée aux céréales, une source intéressante. Donc c'est très bon, en tout cas, d'augmenter son apport en légumineuses dans nos régimes alimentaires. Tout à fait. Donc ça, c'est pour les prébiotiques. Et puis ensuite, les probiotiques, alors, où est-ce qu'on les trouve, ces bactéries? Comment on va faire pour augmenter notre colonie de bactéries? Oui. Alors bon, il y a un réflexe auquel on peut penser, c'est les compléments alimentaires, les probiotiques, les compléments alimentaires. Donc ça, effectivement, c'est une option. Néanmoins, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Et puis en fait, si on y réfléchit, en fait, il y a vraiment plein d'autres moyens d'en trouver dans l'alimentation gratuitement et sans avaler un cachet, quoi. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des effets d'avaler un cachet ou d'avaler un produit chimique sur l'organisme, n'est-ce pas? A priori, à l'intérieur, ils mettent que des probiotiques, mais c'est vrai qu'il y a l'excipient, il y a la capsule, etc. Et puis c'est aussi une question de geste. Enfin, c'est pas forcément un geste qu'on a envie de faire, quoi. Simplement. Alors que simplement, en ayant une alimentation la plus diversifiée possible, on va naturellement avoir l'occasion de manger des probiotiques, parce que finalement, les probiotiques, ils sont présents dans tous les aliments fermentés. Alors ça, c'est très intéressant. Si tu parles à quelqu'un qui ne sait rien, qui n'a jamais rien fait, qui ne sait pas comment commencer, et peut-être en te rappelant toi quand tu as commencé, alors en fait, comment on fait pour commencer? Moi, c'est un peu venu un peu tout en même temps, et justement, c'était juste après 2015-2016.
j'ai connu par hasard le kéfir. J'ai découvert le kéfir. Donc le kéfir de lait. Et puis du coup, j'ai essayé d'obtenir des grains. Donc en fait, qu'est-ce que le kéfir? En fait, il existe deux types de kéfir, le kéfir de lait et le kéfir de fruits. Dans les deux cas, c'est en fait ce qu'on appelle un SCOBY, donc en anglais, c'est symbiotique. Voilà, un acronyme en anglais, ça veut dire Symbiotic Culture un acronyme, n'est-ce pas? Bacteria and Yeast. Donc c'est justement un petit agglomérat, on va dire, de bactéries et de levures. Donc ça représente, c'est des sortes de petits grains. Et donc qui sont de deux natures différentes. Le kéfir de lait, justement, ils sont un peu plus blancs. Les kéfirs de fruits sont un peu plus transparents. Et donc en fait, qui vont activer la fermentation. Donc par exemple, le kéfir de lait, on le met dans du lait et on laisse le processus de fermentation se passer. Et puis voilà, on a une boisson la boisson va épaissir un tout petit peu, va s'acidifier un petit peu, et voilà. Donc on va boire le lait fermenté, par exemple. Ça peut être une source de bactéries. Moi, j'ai fait ça pendant une année, et puis bon, finalement, j'ai trouvé que c'était quand même assez contraignant, parce qu'il faut vraiment tous les jours en fait changer le lait et consommer le kéfir. Et puis là, maintenant je suis passée au kéfir de fruits que je trouve aussi très très pratique à consommer, parce que c'est venu aussi en même temps que mon passage au zéro déchet. Et je vois le kéfir de fruits comme un moyen d'avoir une boisson gazeuse, rafraîchissante et zéro déchet, puisqu'on le fait à la maison, on n'a pas besoin d'acheter de bouteilles en plastique. Donc, oui. C'est difficile à faire, Juliane. Comment est-ce qu'on procède? En fait, comment est-ce que tu pourrais expliquer? Il faut mettre en fait dans un grand bocal, mettons d'1 litre, donc ces grains de kéfir. Et on met du sucre, à peu près moi je mets 2 grosses cuillères à soupe de sucre, une figue séchée, bio, bien sûr, parce que pour éviter bien sûr tous les produits chimiques, et puis de l'eau. On remplit de l'eau jusqu'à la surface et on ajoute 2 tranches de citron, simplement. Et puis voilà, ça va fermenter. Il va y avoir en fait pendant la durée, en fait, ça dépend un peu de la température, ça dépend de combien on a mis de sucre, combien on a mis de grains de kéfir. Donc ça, c'est quelque chose c'est empirique en fait. Chaque jour, on le fait. Chaque fois qu'on le fait, on va le goûter, on va voir s'il est trop sucré. La prochaine fois, on le laisse un peu plus longtemps. S'il n'est pas assez sucré à notre goût, on l'enlève. Il faut pas avoir peur avec les 2 grosses cuillères à soupe de sucre, parce que le processus de fermentation, dans ce cas-là, c'est la lactofermentation. Ça va transformer le sucre en acide lactique et en gaz. Donc en fait, ce sucre, il va être consommé par les bactéries qui sont présentes dans le kéfir. Donc à la fin, la boisson n'est plus aussi sucrée que ce qu'on a mis au départ. Et d'accord. Et donc la quantité de grains que tu mets au début, elle double, n'est-ce pas? Elle double à chaque fois. Mais effectivement, plus on fait de batch de kéfir, elle commence à se développer, les grains grossissent, se multiplient, et puis voilà, quand on en a trop, on en enlève et puis on en donne à quelqu'un. On peut. Voilà, c'est ça qui est beau dans cette culture, c'est qu'on donne, on offre la santé finalement à quelqu'un. Exactement, c'est vraiment une tradition chaque semaine. De se le passer de la main à la main et c'est aussi ça qui est aussi beau là-dedans, c'est que on sort du monde de la consommation capitaliste. Donc tout à fait. Oui, et donc en fait, tu le fais tous les jours, ce kéfir. Voilà, je le fais tous les jours ou tous les 2 jours, parce qu'en fait là il y a une première fermentation et après je le mets en bouteille, je ferme la bouteille et je laisse encore à l'air libre pendant une demi-journée. Et là ça va monter en gaz et après je le mets au frigo et puis ça fait une boisson rafraîchissante, gazeuse
Et voilà, et c'est très pratique parce que c'est très rapide. Il y a aussi la kombucha, que c'est assez connu, qui est un processus un peu du même style, sauf que c'est un peu plus long à fabriquer. C'est pour ça que j'aime bien le kéfir, parce que je trouve que c'est très rapide, très spontané. Et puis, mais bon, voilà, c'est pas, bien entendu, c'est pas que le kéfir n'est pas la seule option pour avoir des bactéries. Après, il y a tout ce qui est la lactofermentation, fermentation des légumes, par exemple la choucroute. La choucroute, c'est un légume qui a été fermenté naturellement, en fait. Simplement, si on met le légume, la racine, dans un environnement sans air, donc on l'immerge dans l'eau, on rajoute un tout petit peu de sel, de sorte à faire un milieu où les bactéries vont se développer. Les bactéries non pathogènes ce sera un milieu plus propice aux bactéries non pathogènes. Et donc la fermentation se déclenche. Et là, quand je fais ça, j'aime beaucoup parce que, en fait, les premières heures, les 2 premiers jours, en fait, donc il y a ce processus de dégradation qui arrive, donc qui transforme le sucre qui est présent naturellement dans le chou en gaz et en acide lactique. Et ce gaz, en fait, il sort par le bocal, quoi. Il veut sortir, ça monte en pression dans le bocal. Et du coup, les bocaux se mettent à chanter, à siffler. Donc, c'est extrêmement joyeux. Ah, c'est merveilleux. Tu prends quel genre de bocaux? Tu prends quelle quantité? Si de nouveau, si on voulait commencer à le faire demain, style de bocaux, on commencerait comment? Avec le joint en caoutchouc, parce qu'en fait, l'idée c'est que ça soit hermétique, que rien ne puisse rentrer, mais que par contre, quand ça monte en pression, le gaz puisse sortir. Donc, mettons un bocal d'1 demi-litre, et puis voilà, on découpe du chou en lanières, on le met à l'intérieur, on tasse le maximum et on met un petit peu de sel. Et puis voilà, en fait, ce qui est beau, c'est qu'en fait la fermentation elle jaillit quasiment de rien en fait, parce que les bactéries elles sont simplement présentes naturellement sur les feuilles du chou. Donc c'est pour ça que c'est important bien sûr de prendre quelque chose qui soit bio, encore une fois. Mais c'est un côté extrêmement magique parce que ça jaillit de rien, quoi. Donc, pardon. Et on met de l'eau. Donc juste du sel, pas d'eau. On met pas d'eau complètement immergé dans le bocal. Ah, on met de l'eau. Et ben ça c'est la fermentation. Et on attend combien de jours? La fermentation se termine. Donc ça, comme on le voit, alors, généralement c'est les premiers jours, on sait que c'est actif parce que ça chante, Alors il faut mettre une petite assiette parce qu'il y a l'eau qui coule à l'extérieur, etc. Mais au bout de 2 semaines, la fermentation a plus ou moins terminé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tout le sucre disponible s'est transformé en acide. Donc le pH du bocal diminue, ce qui fait qu'il devient stable. Et c'est un moyen en fait de conserver les aliments. Après, une fois que c'est fermenté, on peut le consommer 1 an après, 1 an et demi après. Il y a aucun problème puisque le pH a diminué. Plus aucune bactérie pathogène peut entrer. Donc c'est en fait un moyen merveilleux de conservation des aliments. Et ça se conserve à l'extérieur du réfrigérateur ou dans le réfrigérateur? Oui, vaut mieux le mettre à la cave. Pour qu'il ne fasse pas trop chaud, mais on n'est pas obligé de le mettre dans le réfrigérateur parce que ça devient instable. Donc en fait, c'est un moyen de conservation des aliments comme un peu comme la conserve, sauf que la conserve c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut justement aseptiser le bocal. Alors que là, au contraire, on fait des bactéries nos alliés pour conserver l'aliment, mais ça va au-delà de la conservation de l'aliment, ça le conserve, bien entendu. Donc ces bienfaits augmentent parce qu'il y a le nombre de bactéries augmente et du coup ça sera ces probiotiques là qu'on va ingérer en le mangeant. Et puis les bactéries elles vont aussi faire plus de vitamines. C'est-à-dire que le chou fermenté va avoir plus de vitamine C, plus de vitamine B, plus de vitamines que si on prend du chou cru ou cuit normal, qui ne soit pas fermenté. Extraordinaire. Et quelle quantité est-ce que tu conseilles de consommer? Alors en fait, parce que quand on commence avec les aliments fermentés, la lactofermentation, il vaut mieux commencer effectivement d'y aller progressivement.
Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu salé, donc on va pas en faire toute une assiette, mais c'est vraiment un peu comme des pickles, on le met en condiment. Moi, j'en mange une cuillère à soupe, mettons avec la salade en entrée tous les jours, quoi. Et tu as senti depuis que tu consommes donc des produits lactofermentés un changement au niveau de ta santé, au niveau de c'est ton quand même bien-être? difficile parce que ça se fait quand même sur le temps long. Donc c'est difficile de se rendre compte, mais en tout cas oui, je pense que j'ai vraiment j'ai pas du tout de problème de digestion, quoi. Donc je le vois vraiment comme un allié. Ouais. Ce qui est rare, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a un très grand pourcentage, un pourcentage très élevé de la population et souffre puis de problèmes. si les gens sont intéressés, pour commencer, vraiment, je conseille le petit livre de Marie-Claire Frédéric. C'est vraiment la papesse de la lactofermentation en France. C'est vraiment une référence. Elle a son livre s'appelle Aliments fermentés, Aliments santé. Et puis elle a aussi un blog qui s'appelle Ni cru ni cuit, qui est vraiment très bien. Et puis au Mexique, il y a aussi RGB Pura Fermentación. C'est un compte Instagram où ils mettent plein de petites vidéos pour donner plein de recettes pour se lancer. C'est très simple et économique et voilà. C'est très facile d'accès. Il faut juste savoir se lancer la première fois. C'est ça, se lancer. Puis après, tu en fais une routine quotidienne, ou presque pratiquement tous les jours, tous les 2 jours. Donc c'est une façon de réinvestir ta cuisine. Et puis on également. découvre des saveurs incroyables. Par exemple, les citrons fermentés, mais on met un peu de citron fermenté dans n'importe quel aliment, c'est délicieux, quoi. Enfin, moi, j'adore ça. Donc, c'est découvrir des nouvelles saveurs. Et oui, effectivement, ça va pas transformer en profondeur, on va dire, l'alimentation, mais ça va donner des touches de couleur et de goût et de varier. Donc, qu'est-ce que tu fais pour finir, pour donner envie encore plus? Parce que là, on a eu très, très envie de le faire en t'écoutant. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu la liste les tes citrons, préparations? Tu fais du chou, des citrons. Je fais de la moutarde aussi. J'ai mes grains de moutarde, je la fais fermenter. Et puis tout ce qui, en fait, oui, en fait, tu fais fermenter les grains de moutarde? Les laisser quelques jours fermenter, puis après on les broie et on rajoute du vinaigre et puis on le met dans le bocal. Et puis tout ce qui est légumes racines, ça fonctionne très bien. Donc tout ce qui est carottes, betteraves, tous les légumes d'hiver fonctionnent bien. Donc ça c'est le bon moment en fait. L'idée c'est de pouvoir essayer. J'essaye de faire toutes les 2 semaines, tous les mois. Quelques pots de lactofermentation et puis je les consomme, je pourrais les consommer dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an. Et j'essaie de le faire plus l'hiver parce que c'est vrai que les légumes d'hiver sont plus adaptés. Et puis il y a quelque chose aussi qui est de plus en plus à la mode, le kimchi, on en entend de plus en plus parler, coréen. En fait c'est un mélange de choux, de radis, choux chinois, de radis, des épices bien sûr typiques. De ciboule, des oignons, de l'ail. Et par exemple, ça c'est aussi délicieux de manger ça en entrée, sur une tartine. Donc, mais c'est infini en fait. C'est vraiment infini. En gros, tout peut être lactofermenté, à part les pommes de terre, ça fonctionne pas très bien. Mais ça se transforme en alcool, donc c'est pas forcément le but. Mais sinon, quasiment tout peut être exploré. Et voilà, il suffit juste de se lancer. De se lancer, donc c'est ouvert, ça donne la porte. En fait, finalement, ouverte à toute la créativité. Et puis, c'est une technique finalement de soin de soi, de prendre soin de soi de manière simple. Et puis, non, effectivement, ça n'entraîne pas des coûts très élevés. C'est un moyen. C'est simplement acheter de légumes. Finalement, il faut juste le légume, un petit peu de sel et de l'eau, quoi. C'est simple. Enfin, c'est ça qui est troublant de simplicité, quoi.
Oui, et je voulais te demander dans ton entourage, est-ce que justement tu vois que de plus en plus de personnes se mettent à prendre soin de leur intestin de cette manière en pratiquant en faisant ces préparations? Est-ce que c'est quelque chose que tu observes ou tu te sens encore un peu seule à Non, l'avant-garde, oui, si, non, un peu, como bicho raro, comme disons on que dit, on en dit fait, ici au Mexique? ce qui est sur la lactofermentation des légumes, oui, effectivement, il y a quand même peu de gens qui le font. Mais par contre, tout ce qui est kombucha et kéfir, ça devient, je trouve, de plus en plus les gens le connaissent. Et puis c'est tellement facile d'accès, même les gens qui sont dans le zéro déchet aussi, comme je disais, c'est une boisson même pour les enfants. Enfin, c'est vraiment très et ça se développe de plus en plus. Hein. Il y a souvent je vois des ateliers de lactofermentation. C'est comme ça d'ailleurs que moi j'ai découvert. Je suis allée la première fois j'ai découvert ça parce qu'il y avait une journée découverte dans un jardin de permaculture et puis il y avait un atelier lactofermentation. C'est comme ça que j'ai découvert le livre de Marie-Claire Frédéric et puis j'ai commencé. D'accord. Et quand on n'a personne autour de soi qui produit du kéfir, ça c'est spécifiquement pour le kéfir et et kombucha. Oui, bah en fait en France il y a un blog. Enfin, il y a la page Facebook de Marie-Claire Frédéric. Il y a des petites annonces de kéfir. Donc en fait, les gens qui cherchent des grains, enfin les gens s'envoient des grains, se contactent comme ça et vous s'envoyez des grains de cette manière-là. Et moi en fait, et puis même sur les petites annonces, hein, moi mes grains de lait, kéfir de lait, je les ai trouvés sur les petites annonces, en fait, tout simplement. Ouais. Sur les petites annonces. Et puis le kéfir voyage, il faut le dire. Hein, je sais de sources sûres, les ayant fait voyager moi-même plusieurs fois, on peut voyager avec le kéfir, n'est-ce pas? Effectivement, on peut le sécher et le réactiver après. Exactement, le sécher, le mettre, lui enlever bien de l'eau, le mettre au soleil et il va sécher. Et puis l'autre moyen, ça serait de bien enlever l'eau et le congeler. C'est aussi une autre option. Mais moi, généralement, quand je pars longtemps en vacances ou que je suis longtemps loin, je le laisse simplement au frigo. Et voilà, il attend pendant un mois et quand je le réactive, il est un peu lent au départ et puis après, il reprend son rythme. Donc on peut partir en laissant son kéfir chez soi et par contre, il faut quelqu'un pour garder ses chats et ses chiens. Juliane, c'est très très intéressant. Merci beaucoup de partager. Je voudrais juste peut-être dire juste une chose. Là, j'ai beaucoup insisté sur le kéfir, la lactofermentation. C'est parce que c'est ce que des légumes, c'est parce que c'est ce que je fais. Mais simplement en mangeant du fromage, en mangeant du pain au levain, c'est aussi des sources. Ça a été aussi fermenté et c'est aussi accessible. Donc simplement, tous les aliments fermentés auront de toute façon des bactéries, donc c'est aussi un moyen de diversifier son alimentation et d'enrichir son microbiote et de prendre soin de son microbiote. Bien, alors justement, quand on est par exemple allergique au gluten ou qu'on est végan, quand on ne mange pas de fromage et pas de pain, il est encore plus important de consommer des produits notamment pour les bactéries. Alors c'est vrai que je suis pas végane, donc j'ai pas regardé exactement, mais je sais que notamment la vitamine B est très présente dans les aliments fermentés. Et ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour les végans pour ce. Oui, tout à fait. Bien, alors on va regarder. Je prendrai la note des sites que tu nous as conseillés pour les mettre sur le podcast. Je suis certaine que de nombreuses personnes iront jeter un coup d'œil et certainement peut-être te poser des questions. Donc vous savez que vous pouvez ajouter en vous connectant sur la page du podcast des commentaires vocaux pour poser des questions à Juliane pour plus tard. Et je voudrais te remercier Juliane pour cette marche très très illuminée, très lumineuse. On a envie de vite retourner dans sa cuisine pour préparer tous ces produits qui peuvent finalement changer complètement la qualité de vie. Merci à toi, une personne. Un grand merci pour ton invitation et voilà, ça me fait très plaisir de partager ça avec toi et tes auditeurs. Au revoir.
Au revoir. Moi aussi, merci, un grand plaisir. Au revoir. Este es el podcast Just in Time para que podamos intercambiar. Tenemos la página de Facebook, podemos también intercambiar con el correo electrónico y también en la app de Just in Time, de Vinyasa Yoga Just in Time en Wix. Puedes mandarnos tus mensajes, haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo. También está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast. Te podemos mandar el link para que nos dejes un mensaje vocal. Nos vemos pronto.